Pourquoi n'as-tu pas lu la dernière page, ai-je demandé. Le sourire de ma sœur se figea. Parce que cela ne change rien, lança-t-elle sèchement. J'ai sorti la lettre originale de mon sac à main et l'ai tendue au marié. Il a lu le dernier paragraphe, puis s'est tourné vers sa nouvelle épouse. Est-ce que c'est vrai? J'étais trop occupé à réparer les erreurs de tout le monde pour écouter mon propre mari. Les mots résonnèrent à travers la salle de banquet, parfaitement clairs par-dessus le système de sonorisation. Ma sœur, Chelsea, se tenait dans sa robe de mariée en soie faite sur mesure sous le projecteur chaud, tenant un microphone dans une main et ma lettre de divorce privée dans l'autre. Le crépitement sec du papier épais frôlant le microphone, amplifié par les haut-parleurs, perçait le silence de 200 invités. L'odeur des lys blancs des centres de table imposants devint soudainement suffocante, bien trop douce et lourde pour une pièce où tout le monde avait cessé de respirer. Sous la table, le coin rigide d'une épaisse enveloppe pressait fort dans la paume de ma main. Le bord s'enfonçait dans ma peau, mais j'accueillais la douleur. Elle me gardait ancré. J'avais 38 ans et, jusqu'à récemment, j'avais été la directrice des opérations pour notre entreprise familiale. J'ai passé toute ma carrière à organiser des événements parfaits et impeccables pour des clients de la haute société, à réparer les désastres en coulisses avant même que quiconque ne les remarque. Mais j'étais actuellement assise à la réception de mariage de ma jeune sœur en octobre dernier, la regardant transformer l'échec le plus humiliant de ma vie en divertissement de soirée. Chelsea a lu un autre paragraphe sur ma distance émotionnelle, et chaque mot qu'elle prononçait était entièrement vrai. J'avais écrit ces phrases exactes à mon ex-mari lors de notre médiation finale. C'est exactement pourquoi je ne pouvais pas simplement me lever et crier que la lettre était fausse. Notre mère, Barbara, fixait fermement son assiette de dessert, les lèvres pincées en une fine ligne. À côté d'elle, notre père était assis, rigide dans son smoking, clairement terrifié par un scandale public, mais totalement réticent à arrêter sa fille préférée. Quelques invités à la table voisine ont levé leur téléphone pour enregistrer le spectacle, leurs écrans brillant dans la pièce sombre. La mariée fit une pause pour tourner la page, et l'éclairage de la scène attrapa le bord inférieur du papier. Chelsea avait replié le coin, pressant fermement son pouce sur le pied de page, mais alors qu'elle changeait de prise pour tenir le microphone plus près, j'ai vu les mots imprimés qu'elle essayait si désespérément de cacher, page 4 sur 5. Elle ne lisait pas ma lettre originale. Ma sœur avait apporté une copie imprimée, et elle avait délibérément retiré la dernière page. La prise de conscience me frappa avec une clarté absolue, balayant le choc initial. Ce n'était pas un discours improvisé d'ivrogne. Chelsea avait calculé cette attaque. Elle savait que j'avais la dernière page, alors elle a décidé de frapper la première, me définissant comme une sœur folle et jalouse avant que je ne puisse jamais parler à son marié. J'ai repoussé ma chaise et me suis levé. Les lourds pieds en bois raclèrent bruyamment le sol de la salle de bal. Je n'ai pas couru vers la scène et je n'ai pas essayé de lui arracher le microphone des mains. Je suis simplement resté sur mes positions et j'ai parlé assez fort pour que les premières tables entendent. Pourquoi n'as-tu pas lu la dernière page, Chelsea, lui ai-je demandé. Son sourire radieux et travaillé se figea instantanément. La mariée abaissa le microphone d'une fraction, ses yeux se dirigeant vers nos parents pendant une fraction de seconde avant de revenir sur moi. Parce que cela ne change rien, Meghan, lança-t-elle sèchement. Mes mains étaient complètement froides, mais ma voix restait stable. Je savais exactement ce que contenait cette page manquante, et je savais exactement pourquoi ma sœur en était terrifiée. J'ai sorti la lettre originale de 5 pages de mon sac à main et j'ai marché directement au-delà de la table d'honneur, vers le marié. Aaron m'a regardé approcher, l'air confus et très mal à l'aise dans son costume sur mesure. Il avait passé la dernière heure à célébrer, complètement inconscient du piège que sa mariée lui avait tendu. Lis le dernier paragraphe, lui ai-je dit, en lui tendant le lourd document. Aaron a regardé sa mariée, puis le papier. Je me suis penché et j'ai montré ma propre signature au bas de la page 5. Puis j'ai montré le résumé formel joint par mon avocate, Dana. Le texte détaillait un examen technologique forensique complet et liait les faux comptes d'infidélité qui ont détruit mon mariage à un freelance numérique. Il prouvait que le freelance avait été embauché directement par Chelsea. Plus important encore, il montrait que la compte initiale avait été payée à l'aide d'un appareil enregistré au nom d'Aaron Blake, en utilisant une carte de crédit se terminant par 4 chiffres spécifiques. Aaron a lu les lignes lentement. Il a cligné des yeux, les lisant une deuxième fois, et j'ai vu ses yeux s'écarquiller alors que la réalité s'installait. Il a reconnu le nom de son propre ordinateur portable.
Il a reconnu les 4 derniers numéros de sa carte de crédit d'entreprise. Le marié se tourna lentement vers sa nouvelle épouse. La confusion sur son visage se durcissait en quelque chose de beaucoup plus aigu, quelque chose de dangereux. « Est-ce que c'est vrai ?» demanda Aaron. Sa voix était basse, mais elle porta à travers la piste de danse silencieuse. La mariée ne lui a pas répondu directement. Chelsea a pointé un doigt manucuré vers moi, son visage devenant rouge. « Elle ment », dit Chelsea, sa voix montant en ton et frôlant la frénésie. « Tu sais qu'elle ment. Tu étais au courant de la campagne de test depuis le tout début, Aaron. Tu m'as donné la permission. » Mon père s'est finalement levé, levant les mains et suppliant tout le monde de rester calme et de se souvenir où ils étaient. La pièce a éclaté en murmures frénétiques et silencieux, alors Chelsea a essayé d'utiliser le bruit soudain à son avantage. Elle s'est approchée d'Aaron, envahissant son espace, et a déclaré que j'étais juste une femme amère et jalouse essayant de ruiner sa journée parfaite parce que mon propre mari m'avait quitté. Ma sœur a attrapé son bras, ses jointures devenant blanches contre sa veste sombre. « Dis-lui que tu savais », exigea Chelsea. Aaron a fixé sa main pendant une seconde, puis a retiré son bras de sa prise. Il a fait un pas délibéré en arrière, mettant une distance physique entre lui et sa mariée. « Je ne sais même pas de quoi tu parles », répondit Aaron. Les mots d'Aaron restèrent suspendus dans la salle de réception. Debout là, dans le silence, écoutant l'homme qu'elle était censée épouser nier toute connaissance de ses plans, je me suis souvenu d'une époque où les gens nous appelaient, ma sœur et moi, l'équipe parfaite. 20 mois avant ce mariage ruiné, Foster House Events fonctionnait sur une simple division du travail. Nos parents ont construit l'entreprise, mais nous la dirigions. Chelsea concevait les expériences. Elle choisissait les lieux historiques, sélectionnait les palettes de couleurs personnalisées et charmait les clients haut de gamme pour qu'ils dépensent le double de leur budget initial. Je m'occupais de tout le reste. Je détenais les clés, gérais les comptes et possédais l'autorité finale sur tous les contrats des fournisseurs. Cela fonctionnait magnifiquement sur le papier, mais l'équilibre du pouvoir penchait toujours dans ma direction. Chelsea créait la lumière, et je contrôlais l'électricité. En février de l'année précédente, nous nous sommes réunis dans la salle de conférence principale. Chelsea se tenait à la tête de la table en acajou, projetant un diaporama qui semblait appartenir à un magazine de mariage glacé. Elle présentait une expansion d'entreprise massive, proposant d'ouvrir 3 nouvelles succursales dans 3 villes différentes, le tout en 12 mois. Notre mère rayonnait depuis son siège, hochant la tête en accord avec un discours inspirant sur la conquête du marché des destinations de luxe. La présentation était magnifique, et tout le monde dans la pièce semblait complètement captivé. Mais alors que je regardais les documents financiers imprimés qu'elle avait distribués, une alarme silencieuse s'est déclenchée dans ma tête. Les chiffres n'avaient pas de sens. Les revenus projetés pour le premier trimestre étaient astronomiquement élevés, tandis que les coûts de main-d'œuvre estimés pour 3 nouvelles équipes étaient étrangement bas. Il y avait aussi un énorme poste budgétaire intitulé simplement une commission de sécurisation des fournisseurs, manquant complètement de toute information de paiement spécifique. Au lieu de demander à ma sœur des explications sur les divergences autour d'un café plus tard, j'ai ouvert mon ordinateur portable, là, à la table, me connectant au réseau de l'entreprise. J'ai extrait la feuille de calcul originale de la proposition. Le fichier contenait un historique détaillé des versions. L'examen des modifications a révélé exactement ce que je cherchais, et c'était bien pire qu'une simple erreur de calcul. Quelqu'un avait manuellement augmenté les projections de revenus et réduit considérablement les estimations de main-d'œuvre 2 jours après que notre service comptable eut approuvé la version initiale. Ce fut mon erreur fatale. J'avais absolument raison à propos des données corrompues, mais j'ai utilisé ma justesse comme un instrument contondant. Le risque de la dette était trop élevé pour retarder la conversation, donc je n'ai pas attendu un moment privé pour lui demander pourquoi les chiffres avaient changé. J'ai soulevé le problème immédiatement, signalant les divergences juste devant nos parents, le président indépendant du conseil d'administration et notre directeur financier. L'air dans la salle de conférence est devenu lourd. Chelsea a arrêté de faire défiler ses diapositives, ses épaules se raidissant sous son blazer ajusté alors qu'elle croisait mon regard. « Tu ne fais jamais confiance à ma vision, Megan, » dit Chelsea, sa voix tremblant légèrement. J'aurais dû m'arrêter là, ou au moins suggérer que nous révisions les calculs ensemble après le déjeuner. Au lieu de cela, j'ai porté le coup de grâce. Je fais confiance à ton talent, Chelsea, et je répondu, gardant ma voix parfaitement égale. Je ne fais pas confiance à ton jugement avec une telle dette.
Ces mots ont atterri comme des pierres sur la table en verre. Notre président indépendant s'est raclé la gorge et a fermé son dossier, tandis que le directeur financier a soudainement trouvé ses chaussures incroyablement intéressantes. Ma sœur a maintenu son sourire professionnel impeccable, mais j'ai vu ses ongles manucurés s'enfoncer si profondément dans son portefeuille en cuir que ses jointures sont devenues complètement blanches. La réunion s'est terminée rapidement après cela, et le conseil a reporté le plan d'expansion indéfiniment. 30 minutes plus tard, mon père m'a appelé dans son bureau privé. Il a fermé la lourde porte en chêne, s'est versé un verre d'eau et m'a dit qu'il prévoyait de me nommer nouvelle directrice générale d'ici l'année suivante. Je ne suis pas sorti en me vantant de la promotion. La pensée de ce que cela signifiait pour ma sœur ne m'a même jamais traversé l'esprit, et encore moins de lui offrir un chemin clair vers le leadership à mes côtés. Plus tard ce soir-là, j'ai mentionné la tension évidente à notre mère. Barbara a simplement agité la main, rejetant entièrement l'inquiétude. Elle a insisté sur le fait que la plus jeune s'en remettrait, ajoutant que j'avais toujours été la plus forte de toute façon, la fille qui pouvait gérer les décisions difficiles. 2 nuits plus tard, nous avions notre dîner de famille habituel chez mes parents. Chelsea est arrivée avec une bouteille de vin cher et un discours parfaitement répété. Debout dans la cuisine pendant que le four préchauffait, elle m'a versé un verre et s'est excusée. Ma sœur m'a dit que j'avais sauvé l'entreprise d'une décision hâtive et émotionnelle, et elle m'a remercié d'être l'ancre logique de la famille. J'ai accepté les excuses complètement. Je l'ai cru parce que ces mots correspondaient parfaitement au récit que je voulais croire, un monde pratique où la logique résolvait toujours les conflits émotionnels. Nous avons fini de dîner, et la soirée a semblé être une réinitialisation saine pour notre relation de travail. Mais pendant que j'aidais ma mère à débarrasser les assiettes de dessert, Chelsea est entrée dans mon bureau à domicile, au bout du couloir. Je découvrirai beaucoup plus tard qu'elle avait utilisé ces 10 minutes tranquilles pour télécharger une copie complète de notre calendrier d'entreprise partagé. Elle a également pris des photos de ma liste de clients privés, une liste de contacts précieux que seul moi gérais. Ma sœur avait fini de se battre pour l'approbation dans les salles de conseil, et elle avait trouvé un champ de bataille complètement différent. 3 semaines plus tard, mon mari a reçu le premier message d'une femme utilisant mon nom. Le premier message est arrivé un mardi soir. Colin était assis sur le canapé du salon, faisant défiler son téléphone, quand une notification a illuminé l'écran. Un numéro inconnu lui avait envoyé une photographie. Elle me montrait debout à côté de Yann Davenport devant un restaurant réputé du centre-ville. Yann était un riche client d'entreprise, un homme marié avec 3 enfants, et un compte incroyablement important pour notre entreprise. L'image était entièrement réelle, prise après un grand dîner de fournisseurs, mais le cadre avait été étroitement recadré pour retirer les 6 autres personnes qui se tenaient sur le trottoir avec nous. Sans le contexte du groupe, cela ressemblait à un adieu intime de fin de soirée. Avec la photo recadrée sont venues une série de captures d'écran. Elle montrait des messages textes d'un compte de réseau social enregistré sous mon nom. Les messages contenaient des phrases très spécifiques, utilisant le vocabulaire d'entreprise exact et les salutations polies que j'utilisais normalement dans mes courriels quotidiens. Celui qui a construit le mensonge ne s'est pas arrêté à une seule photographie. Un deuxième texte a livré un reçu d'hôtel scanné d'un voyage de repérage de lieux que j'avais fait 2 mois auparavant. Mon calendrier d'entreprise partagé, le même que ma sœur avait téléchargé, prouvait que Yann se trouvait dans cette même ville à ces mêmes dates. Le compte de messagerie fabriqué a ensuite envoyé plusieurs textes romantiques au numéro inconnu. L'expéditeur a utilisé un service de téléphone prépayé, rendant toute la piste numérique crédible et profondément cachée. Les miettes de pain numérique formaient une ligne parfaite et dévastatrice. Mon mari est entré dans la cuisine et a posé son téléphone, face vers le haut, sur l'îlot en granit. Il m'a posé une seule question, sa voix tendue et complètement dépourvue de sa chaleur habituelle. Il voulait savoir si je couchais avec mon client. En regardant l'écran lumineux, j'ai vu un message fabriqué à propos d'une clé de chambre d'hôtel. Une chaleur soudaine et intense m'est montée dans la nuque. J'ai passé toute ma vie professionnelle à gérer les risques, à vérifier les contrats et à exiger des preuves absolues avant de faire des accusations. Maintenant, l'homme que j'avais épousé il y a 8 ans était prêt à jeter toute notre vie par-dessus bord pour une poignée de captures d'écran anonymes. Si tu crois déjà à ça, rien de ce que je dirai ne sera suffisant, lui ai-je dit. Je n'ai pas pris l'appareil pour vérifier le numéro de téléphone. Je ne lui ai pas demandé de m'envoyer les fichiers originaux pour que je puisse inspecter les données cachées. La fierté a ancré mes pieds au sol, et la colère a brouillé ma vision.
Au lieu de démanteler l'accusation méthodiquement, j'ai tourné le dos, suis sorti de la cuisine et suis monté dans la chambre d'amis. Colin ne m'a pas suivi. Le silence dans la maison cette nuit-là était lourd, mais il n'était pas inconnu. Nos fondations se fissuraient depuis longtemps. Au cours des 2 années précédentes, mon mari s'était fréquemment plaint que je traitais notre mariage comme un risque opérationnel. Je réorganisais régulièrement son emploi du temps pour l'adapter à mes réunions avec les clients, répondais aux questions en son nom lors des dîners, et amenais ma mentalité de gestion agressive directement dans notre salle à manger. Seulement 6 mois plus tôt, j'avais complètement manqué un rendez-vous de thérapie de couple programmé parce qu'un fournisseur de fleurs avait livré les mauvais centres de table à un gala de charité. Ces échecs ne prouvaient pas l'infidélité, mais ils avaient effectivement créé une distance émotionnelle massive. J'avais construit un mur entre nous, et les messages fabriqués ont simplement donné à Colin une explication pratique de l'existence de ce mur. Il était prêt à croire que je vivais une vie secrète parce qu'il se sentait déjà complètement exclu de ma vie réelle. Le lendemain après-midi, la sonnette a retenti. Chelsea se tenait sur le porche, tenant 2 tasses de café et affichant une expression profondément préoccupée. Elle est entrée immédiatement, me serrant dans une étreinte forte. Ma sœur sentait la vanille et le pressing cher, et elle parlait d'un ton doux et apaisant, offrant de jouer les médiatrices dans le désastre qui s'amplifiait. Assise à la table de la cuisine, Chelsea m'a gentiment demandé d'expliquer exactement ce que Colin avait vu. Elle avait besoin de connaître les détails précis des preuves, prétendant vouloir comprendre toute l'étendue du malentendu. J'ai déversé chaque détail, complètement inconsciente que je donnais à l'architecte un rapport de situation en temps réel sur son propre projet de démolition. Plus tard ce soir-là, Chelsea s'est assise avec Colin sur la terrasse arrière. Elle a parfaitement joué le rôle du membre de la famille sympathique. Quand Colin a mentionné ma réaction froide et dédaigneuse dans la cuisine, Chelsea a hoché la tête lentement. Elle lui a dit que j'avais toujours été distante et détachée chaque fois que quelqu'un me surprenait à faire une erreur que je ne pouvais pas contrôler. La véritable brillance du piège est devenue apparente le lendemain matin. Colin est entré dans le couloir, le visage pâle et épuisé, et m'a de nouveau tendu son téléphone. Un nouveau message était arrivé pendant la nuit, du numéro anonyme. J'ai lu le texte et mon estomac s'est noué complètement. Le message contenait une phrase très spécifique sur le fait de trouver un havre de paix dans une tempête bruyante. Ce n'était pas une déclaration romantique générique. J'avais écrit ces mots exacts dans un brouillon privé pour nos vœux d'anniversaire à venir. Le document existait exclusivement sur notre ordinateur personnel, et je ne l'avais envoyé par courriel qu'à une seule personne pour avoir son avis. Une froide prise de conscience m'a envahi. La personne qui construisait ce cauchemar avait un accès intime et immédiat à mes fichiers privés. Mais au lieu de voir la coupable évidente assise juste à côté de moi au dîner de famille, mon esprit a sauté à la mauvaise conclusion. J'ai immédiatement suspecté que Colin me tendait un piège élaboré pour tester mon honnêteté, ou peut-être que Yann Davenport cachait une véritable liaison et utilisait mon nom comme bouclier pratique. Le mensonge était d'une efficacité dévastatrice car il tissait de véritables points de données dans une conclusion fabriquée, continuellement mise à jour par la personne même qui prétendait nous réconforter. Colin n'a pas attendu que j'explique le brouillon des vœux. Il a retiré son téléphone de ma main et a sorti un morceau de papier plié de la poche de sa chemise. Il m'a tendu le document imprimé sans dire un seul mot. C'était un courriel transféré de Yann Davenport, adressé directement au conseil d'administration de Foster House Events. Il demandait officiellement que l'entreprise me retire immédiatement de son compte. Le courriel transféré de Yann Davenport était illuminé sur l'écran de mon ordinateur portable, et son texte noir brillait sur le fond blanc éclatant. Mes mains serraient le bord de l'îlot de cuisine si fort que mes jointures ont commencé à me faire mal. Yann ne confirmait pas explicitement une liaison dans son message, mais sa plainte formelle déclarait que mon scandale personnel créait une distraction massive pour sa prochaine retraite d'entreprise. Sa femme avait vu les messages textes fabriqués, et par conséquent, il refusait absolument de me parler directement. Un œuf froid s'est formé dans mon estomac. 2 heures plus tard, 2 autres clients importants ont mis leurs contrats annuels en suspens indéfiniment. Les dégâts se propageaient plus vite qu'un verre de vin rouge renversé sur une nappe blanche, et je n'avais absolument aucun moyen de les arrêter. Mes parents m'ont convoqué au bureau principal de l'entreprise le lendemain matin. Être assise en face de Thomas et Barbara ressemblait à faire face à un conseil d'administration hostile plutôt qu'aux personnes qui m'avaient élevé. La pièce sentait l'acajou poli et le café rassis. Ils n'ont pas suggéré d'embaucher un enquêteur forensique indépendant, ni demandé à examiner les messages textes eux-mêmes.
Mon père a juste tapé son stylo en or contre un portefeuille en cuir, se raclant la gorge avant de me demander de prendre un congé temporaire pour protéger la marque, a-t-il dit. Ma sœur était assise tranquillement au bout de la longue table, affichant une expression parfaitement sympathique. Chelsea s'est penchée en avant, plaçant une main réconfortante sur son carnet, et a proposé de gérer mes comptes jusqu'à ce que tout soit éclairci. En les regardant tous les trois, une amère prise de conscience s'est installée lourdement dans ma poitrine. La famille se souciait entièrement de la perception des clients, et la vérité réelle des preuves importait beaucoup moins que de maintenir notre image publique impeccable. J'ai quitté le bâtiment et j'ai conduit directement au centre-ville, mon cœur battant un rythme frénétique contre mes côtes. La colère a complètement supplanté mon approche disciplinée habituelle de la gestion de crise. Au lieu de consulter un avocat ou de prendre un moment pour respirer, j'ai marché directement dans le hall d'entrée de l'entreprise de Yann Davenport et j'ai exigé 10 minutes de son temps. Quand il est finalement sorti des ascenseurs en laiton, il avait l'air terrifié. Je l'ai acculé près du bureau de la sécurité, ma voix résonnant sur les murs de marbre, tranchante et inflexible, alors que je lui demandais de savoir exactement qui avait envoyé ces captures d'écran à sa femme. Yann a pratiquement couru se réfugier dans son bureau. Moins de 10 minutes plus tard, il a composé le numéro de Foster House Events et a demandé à parler à son nouveau gestionnaire de compte. Il a dit à Chelsea que je venais de lui tendre une embuscade et que j'avais menacé sa carrière. Ma sœur a réalisé immédiatement que je cherchais activement la source des données. Le même après-midi, le numéro de téléphone prépayé qui avait envoyé des textos à mon mari a brusquement cessé de fonctionner. Le profil de messagerie fabriqué a disparu d'Internet sans laisser la moindre trace. Quand je me suis connecté au serveur de l'entreprise depuis mon ordinateur personnel plus tard ce soir-là, plusieurs courriels cruciaux manquaient dans nos dossiers promotionnels partagés. J'ai regardé les répertoires numériques vides, comprenant enfin ce que j'avais fait. Ma confrontation hâtive et émotionnelle avait agi comme une sonnette d'alarme bruyante, avertissant l'architecte de ce désastre de balayer toutes leurs empreintes numériques avant que quiconque d'autre ne puisse les trouver. Colin a fait ses valises ce week-end-là. Nous nous tenions dans le couloir à l'étage, entourés de boîtes en carton marron et de 8 ans d'histoire accumulée. Il n'a pas crié et il ne m'a pas traité de menteuse. Mon mari a simplement fermé la fermeture éclair de son sac en toile et a déclaré qu'il ne pouvait plus vivre dans une maison où chaque question se transformait en une lutte acharnée pour savoir qui détenait la vérité absolue. J'ai refusé d'avouer une liaison qui n'a jamais eu lieu, mais en regardant son visage épuisé, j'ai finalement reconnu une réalité différente. J'avais passé des années à traiter notre mariage comme un risque opérationnel, passant constamment outre ses décisions et le mettant effectivement à l'écart de ma vie quotidienne. Nous nous sommes séparés cet après-midi-là, et le silence qu'il a laissé derrière lui était complètement assourdissant. Les mois ont passé, nous menant progressivement vers une séance de médiation finale un mardi tranquille de janvier. Je me suis assise à ma table de salle à manger et j'ai écrit à la main une lettre de 5 pages à Colin. Les 4 premières pages contenaient un bilan brutal et honnête de mes véritables défauts. J'ai admis mon besoin incessant de contrôle, mon obsession pour le travail et la froideur qui nous avaient lentement séparés. Mais la 5e page était différente. Sur cette dernière feuille de papier, j'ai explicitement déclaré que je croyais toujours que les preuves d'infidélité étaient entièrement fabriquées, et que je refusais absolument de signer mon nom à une histoire fictive que quelqu'un d'autre avait écrite. J'ai gardé le document original signé en ma possession en toute sécurité. Colin a reçu une photocopie complète pendant le processus de médiation et, toujours désespéré que ma famille comprenne sa version de l'effondrement, il a apporté cette copie exacte chez mes parents une semaine plus tard. Mon père et ma mère ont écouté son explication dans leur salon, et Colin a laissé l'épaisse pile de papier reposer sur leur table basse en verre à son départ. Selon les horodatages du système de sécurité que je découvrirai bien plus tard, il se trouve que Chelsea était en visite cet après-midi-là même, alors que les papiers étaient sans surveillance dans la maison silencieuse. Ma sœur a discrètement scanné l'intégralité du document et a replacé la pile exactement là où Colin l'avait laissée. Elle s'est procuré les mots exacts dont elle avait besoin sans jamais avoir à voler la copie physique. Des mois plus tard, en préparant la réception de son mariage, Chelsea a imprimé une nouvelle version ne contenant que les 4 premières pages. Elle s'est soigneusement entraînée à tenir le papier, s'assurant que son pouce couvrirait parfaitement le pied de page marquant la page 4 sur 5. Au moment où le divorce a été finalisé, Chelsea avait mon bureau, mes clients et une copie de chaque phrase que j'avais honte d'avoir écrite. 3 mois après la finalisation du divorce, j'ai signé un bail commercial pour un petit espace à l'intérieur d'un entrepôt en briques rénové de l'autre côté de la ville.
Le bureau d'angle manquait des vues imprenables sur la ville et des meubles en acajou coûteux dont je jouissais autrefois chez Foster House Events. Des grains de poussière dansaient dans la lumière de l'après-midi qui filtrait par l'unique fenêtre industrielle. Ma nouvelle entreprise se concentrait entièrement sur la restauration de lieux d'événements historiques, ce qui nécessitait un travail physique intense et de longues heures de planification solitaire. J'avais échangé ma berline de luxe contre un break d'occasion fiable de 10 ans pour financer les frais de démarrage. Constituer une liste de clients à partir de zéro était épuisant, mais l'indépendance tranquille avait meilleur goût que n'importe quelle prime d'entreprise. L'empire familial a continué à fonctionner sans moi, et j'ai passé mes journées à mesurer des moulures couronnées originales et à examiner des permis municipaux. Un mardi après-midi pluvieux d'août, un étrange courriel a contourné mon filtre anti-spam. L'expéditeur indiquait son nom comme étant Logan Price, un freelance en design numérique. Ma souris a survolé la ligne d'objet. Elle faisait référence à une facture impayée et à un projet d'interface de messagerie. En cliquant pour ouvrir le message, j'ai découvert 2 brefs paragraphes et un fichier image joint. Logan demandait si je savais exactement à quoi Chelsea avait utilisé le modèle de message personnalisé, notant que son paiement final était en retard de 90 jours. Un poids lourd s'est installé dans ma poitrine lorsque j'ai cliqué sur l'image. La pièce jointe affichait une capture d'écran haute résolution d'un espace de travail de conception présentant une interface qui reflétait parfaitement le profil de réseau social fabriqué qui avait détruit mon mariage. Ma réaction immédiate a été une pure suspicion. Cela pourrait facilement être une tentative d'extorsion ou un autre piège élaboré tendu par mes anciens collègues. Au lieu de répondre à l'étranger, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Dana Whittaker. Mon avocate en droit civil possédait un esprit semblable à un piège d'acier et une profonde intolérance pour la prise de décision émotionnelle. Dana m'a immédiatement ordonné de ne pas entrer en contact direct avec Logan, organisant une conférence téléphonique sécurisée et enregistrée pour le lendemain matin. Assis dans le bureau impeccable de Dana au centre-ville, écoutant le haut-parleur, nous avons finalement entendu le concepteur expliquer sa version du projet. Logan a déclaré que Chelsea l'avait engagé pour créer une interface d'application de chat réaliste, des avatars personnalisés et un historique de conversation crédible pour ce qu'elle appelait une campagne de test de marketing ciblée. Il n'avait réalisé la véritable nature de son produit que lorsque les ragots de l'industrie événementielle locale avaient finalement atteint son réseau professionnel. Suivant les instructions strictes de Dana, le freelance a transféré le répertoire complet du projet via un portail crypté. L'avocate a ouvert le fichier de conception principal sur son grand écran, et nous avons regardé le curseur se déplacer à travers les couches de preuves numériques. Le document contenait un historique détaillé des versions, confirmant les dates exactes de construction des textes fabriqués. Ensuite, Dana a cliqué sur un panneau de commentaires caché, exposant une série de notes éditoriales. Un commentaire spécifique m'a coupé le souffle. Le texte demandait au concepteur de rendre le ton plus ressemblant à celui de Meghan, accompagné d'un courriel transféré contenant 3 paragraphes réels que j'avais précédemment écrits à un fournisseur. Chelsea avait activement fourni ma véritable correspondance comme matériel de formation pour imiter ma voix professionnelle. Pour cacher la dépense, la facture finale soumise au service comptable de l'entreprise était faussement intitulée « Package d'animation d'invitation ». Une chaleur irradiait sur mes épaules. Ma main s'est instinctivement dirigée vers mon téléphone. Mes doigts étaient prêts à composer le numéro personnel de ma sœur. Je voulais entendre la panique dans sa voix. Je voulais lui dire que j'avais les fichiers de conception et exiger une confession sur le champ. Une main froide s'est fermement refermée sur mon poignet. Dana me fixait de l'autre côté de la table de conférence polie, son expression complètement inflexible. « Voulez-vous une réponse ou voulez-vous des preuves ?» demanda Dana, sa voix baissant à un registre bas et sérieux. La question m'a forcé à me figer. Mon avocate m'a rappelé que la suspicion n'était pas une preuve, et qu'appeler ma sœur maintenant ne ferait que donner à l'architecte une autre occasion de supprimer les données restantes. J'ai lentement éloigné ma main de l'appareil, admettant enfin à moi-même que ma colère essayait toujours de dicter mes actions. Garder la chaîne de possession numérique complètement propre était bien plus important qu'un sentiment momentané de triomphe. Dana a reporté son attention sur le rapport forensique fourni par son expert technique indépendant. L'analyse des métadonnées a révélé quelque chose de profondément troublant à propos des transferts de fichiers. Une session de téléchargement complète de l'historique de chat fabriqué final avait été exécutée depuis un appareil distant. Le nom d'enregistrement de la machine figurant dans le journal réseau était Aaron Blake. De plus, l'acompte initial versé à Logan Price provenait d'une carte de crédit d'entreprise.
L'expert a surligné les 4 derniers chiffres du numéro de compte, les faisant correspondre à une carte émise directement au nom du fiancé de ma sœur. J'ai fixé les chiffres sur l'écran, une nouvelle vague de confusion m'envahissant. Aaron était un consultant en images de marque, un homme qui semblait toujours poli et complètement déconnecté de la dynamique toxique de ma famille. Je n'avais aucune idée s'il était un complice actif dans l'assassinat de ma réputation ou simplement une autre victime manipulée en coulisses. Dana a fait pivoter le lourd ordinateur portable de mon côté du bureau et a tapé son stylo contre l'écran illuminé. La machine qui a construit le mensonge appartient à l'homme qu'elle épouse dans 6 semaines, a dit Dana. Dana n'a pas perdu de temps après avoir découvert l'empreinte numérique liée au mariage à venir. Mon avocate en droit civil a officiellement transmis un avis juridique formel exigeant la préservation stricte de toutes les communications électroniques, sauvegarde de projets et serveurs d'entreprise à Chelsea, Foster House Events et à tous les fournisseurs de stockage de données associés. La notification évitait de détailler toute notre stratégie juridique, se concentrant exclusivement sur la liste des catégories spécifiques de matériel numérique qui devaient rester intactes. Pendant ce temps, Logan a signé une déclaration sous serment complète et a volontairement remis son poste de travail principal afin que notre spécialiste forensique puisse créer une sauvegarde sécurisée par flux binaire du disque dur. En collaboration avec notre expert technique, nous avons extrait les itinéraires de voyage, les journaux de calendrier d'entreprise et les fichiers d'inscription aux conventions pour Aaron. Les registres prouvaient au-delà de tout doute raisonnable que mon futur beau-frère assistait physiquement à une conférence sur la stratégie de marque dans un autre État aux jours exacts où plusieurs fichiers principaux ont été téléchargés et compilés. Ce calendrier ne l'absolvait pas complètement de toute responsabilité, car quelqu'un pourrait théoriquement abuser de matériel sans surveillance ou d'identifiants partagés, mais cela augmentait considérablement la probabilité que ma sœur ait exploité son équipement sans sa connaissance explicite. Malgré les risques de lui parler, j'ai décidé que le marié méritait d'entendre la vérité avant de se rendre à l'hôtel. Un homme sur le point de lier sa vie à une menteuse chronique méritait un choix pleinement éclairé, et cacher les données plus longtemps me donnait l'impression de participer à la tromperie. Avant que je ne puisse contacter le marié, la pression familiale est arrivée à mon bureau de l'entrepôt, sous le couvert d'une préoccupation médicale. Notre père avait récemment subi une légère alerte cardiaque, et Barbara a traversé la ville pour délivrer un avertissement sévère. Assise en face de mon petit bureau en bois, ma mère a exhorté ses 2 filles à cesser de causer des troubles publics pendant que Thomas se remettait. J'ai refusé d'offrir une promesse inconditionnelle de silence. Au lieu de cela, j'ai tracé une frontière ferme et inflexible, expliquant que je garderais l'enquête silencieuse seulement si Chelsea ne lançait pas d'autres attaques publiques et si Aaron recevait les preuves documentaires dont il avait besoin. Barbara a secoué la tête, rejetant entièrement mes conditions et m'accusant de chercher n'importe quelle excuse possible pour jeter une ombre sur le jour du mariage de sa fille préférée. Ma sœur a appris que le freelance avait coopéré avec notre équipe juridique bien plus vite que prévu. Paniquant en réalisant que quelqu'un possédait toujours les fichiers source maîtres, Chelsea a soudainement transféré une grosse somme d'argent via une application de paiement numérique sur le compte de Logan. Avec l'argent inattendu, elle a joint une demande pour qu'il signe immédiatement une déclaration datée rétroactivement déclarant que le projet d'interface n'était rien de plus qu'une œuvre d'art graphique indépendante entièrement fictive. Logan a transmis la notification directement à Dana quelques minutes après l'avoir reçue. En lisant la nouvelle chaîne de messages, j'ai compris que ma sœur réalisait enfin qu'un témoin indépendant détenait les clés numériques de sa perte. Avec le dîner de répétition à seulement 24 heures, j'ai envoyé un bref message texte à Aaron demandant 10 minutes privées pour parler avant le début des festivités de la soirée. J'ai gardé le message complètement vague, évitant toute mention des dossiers juridiques sur les réseaux cellulaires. Malheureusement, ma sœur surveillait étroitement les communications de son fiancé cette semaine-là. Chelsea a dû intercepter la notification ou entendre Aaron mentionner la demande entrante, car elle est intervenue immédiatement. Elle a inventé un récit dramatique pour son marié, prétendant que je souffrais d'un autre épisode émotionnel, motivé par une amertume persistante suite à mon récent divorce. Aaron a poliment annulé notre rencontre prévue via un court message texte, suggérant gentiment que je pouvais envoyer les documents que je voulais après les célébrations du week-end. Ce soir-là, un ancien employé fidèle de l'entreprise familiale m'a contacté via une application de messagerie sécurisée, me transmettant une copie numérique du programme principal mis à jour pour la réception du mariage. En parcourant le calendrier révisé, mes yeux se sont fixés sur un segment nouvellement inséré, positionné juste avant la première danse. Chelsea avait ajouté un élément formel intitulé avec une phrase douce et familière. Une certitude froide s'est installée dans mes os.
Ma sœur avait réussi à obtenir une copie scannée de ma lettre de divorce lors de sa visite chez nos parents des mois plus tôt, et elle prévoyait de l'utiliser comme une arme publique. Je savais qu'entrer dans cette salle de bal inviterait à une humiliation immédiate, mais rester à l'écart signifiait laisser le mensonge s'ériger en vérité absolue. J'ai soigneusement rassemblé le document original de 5 pages et le résumé juridique complet préparé par Dana, les glissant dans un dossier en cuir structuré. J'ai mis les dossiers dans mon sac à main, m'accrochant toujours au fragile espoir qu'une conversation privée avec le marié empêcherait un désastre public. Le silence qui a suivi le déni du marié pesait lourdement dans la grande salle de bal, oppressant les 200 invités qui étaient venus s'attendre à un conte de fées et se sont retrouvés piégés dans une exécution publique. Aaron se tenait immobile près des marches de l'autel, les yeux écarquillés et fixés sur la mariée. Chelsea le regardait en retour, sa poitrine se soulevant sous des couches de soie blanche alors que la perfection répétée de son jour de mariage se fracturait complètement. Ma sœur luttait pour trouver ses appuis, ses mains tremblant alors qu'elle tenait toujours le microphone. « Tu m'as dit que c'était juste une expérience de branding », dit Chelsea, sa voix se brisant alors qu'elle essayait de rejeter la faute sur l'homme qu'elle était sur le point d'épouser. « Tu m'as aidé à concevoir toute la mise en page, Aaron. » Le marié fit un autre pas en arrière, mettant une distance physique entre lui et l'autel. Il secoua lentement la tête, un profond froncement de sourcils creusant des rides sur son front. « Je ne t'ai jamais donné la permission d'utiliser ma carte de crédit d'entreprise ou mon appareil privé pour accuser qui que ce soit, répondit Aaron, sa voix s'élevant juste assez pour percer les chuchotements anxieux qui ondulaient à travers les premières rangées. Je n'ai pas attendu que la dispute s'envenime ou que le personnel de l'hôtel panique. Sortant des sièges de l'allée, j'ai marché au-delà des arches florales directement vers la table d'honneur. Mon sac à main semblait lourd contre mon épaule, transportant la preuve tangible que Dana avait assemblée. Ouvrant le dossier en cuir structuré, j'ai sorti une enveloppe Kraft scellée et je l'ai placée sur la nappe en lin blanc, juste devant le marié. Voici la chronologie forensique complète, et je dis à Aaron, gardant mon ton complètement stable. La déclaration sous serment du développeur, les journaux de l'historique des versions originales et le suivi des métadonnées de chaque transfert de fichiers non autorisés directement sur ton matériel. Avant que la mariée ne puisse se jeter en avant pour arracher le paquet, Aaron a tendu la main et a saisi l'enveloppe. Il ne l'a pas ouverte là, devant la foule, mais il a agrippé le carton épais comme une bouée de sauvetage. Notre mère a finalement réagi au chaos qui se déroulait sous les lustres en cristal. Barbara a descendu l'allée centrale en toute hâte, le visage rouge d'humiliation, et a attrapé mon bras avec une force surprenante. « Sors d'ici, Megan » siffla Barbara, sa voix tremblant de rage. « Tu as ruiné la vie de ta sœur, comme tu as toujours voulu. Sors avant que je ne fasse appel à la sécurité pour te jeter dans la rue. » Notre père se tenait près du bord de la Seine, paraissant 20 ans de plus que son âge réel. Thomas a levé une main tremblante vers le chef d'orchestre, faisant frénétiquement signe aux musiciens de jouer n'importe quoi du tout pour noyer le désastre. Je n'ai pas ruiné ce mariage, et je dis doucement, retirant mon bras de l'emprise de notre mère, sans élever la voix. Elle a choisi de construire un mariage sur une fondation de documents falsifiés et d'identités volées. Je lui ai simplement demandé pourquoi elle avait sauté la dernière page. Aaron a levé les yeux de l'enveloppe Kraft, son expression se durcissant en une clarté absolue. Il s'est tourné pour faire face à la femme qui se tenait à côté de lui dans la robe en soie sur mesure. Nous en avons fini, a dit Aaron à la mariée, chaque mot tombant comme une pierre dans l'espace silencieux entre eux. Le mariage est annulé. La panique a finalement percé la façade polie de ma sœur. Chelsea a laissé tomber le microphone, le laissant émettre un grincement fort et perçant contre les haut-parleurs du système de sonorisation en heurtant le plancher en bois poli. Elle a tendu la main pour attraper la manche de son fiancé, sa voix devenant stridente et désespérée. « Tu ne peux pas me faire ça » s'écria Chelsea, des larmes coulant enfin sur son mascara soigneusement appliqué. « Tout le monde regarde. Tu dois me croire. » Elle a orchestré tout ça juste pour détruire mon bonheur. Aaron a retiré son bras de son contact avec un geste sec et décisif. Il a refusé de regarder ses larmes, se concentrant plutôt sur la réalité dévastatrice de ce que les documents représentaient. « Personne ne croira jamais que tu ne savais pas » a crié Chelsea, sa voix résonnant sur les plafonds voûtés alors que le désespoir absolu prenait le dessus sur son raisonnement. « Ton nom et surtout, la carte, l'ordinateur portable, les dossiers des fournisseurs. Personne ne croira que tu ne savais rien. » Les invités environnants ont halté. Chelsea s'est figée, entendant enfin ce qu'elle venait d'admettre. Le nom d'Aaron ne l'avait jamais protégée,
il lui avait seulement donné quelqu'un d'autre à blâmer. Le marié la fixa avec un regard de pure révulsion, réalisant enfin qu'il n'avait été rien de plus qu'une police d'assurance pour une entreprise criminelle. Sans un autre mot, Aaron a tourné le dos à l'hôtel et a descendu les escaliers latéraux vers les portes de sortie, serrant l'enveloppe Kraft contre sa poitrine. Le chaos a éclaté dans la salle de banquet alors que les chaises raclaient en arrière et que les invités se bousculaient pour récupérer leurs manteaux, impatients d'échapper aux retombées toxiques de la famille Foster. Chelsea se tenait seule sous les projecteurs brillants, sa magnifique robe s'étalant autour de ses pieds comme de la neige fondante. Elle a pointé un doigt tremblant vers moi, son visage tordu de haine pure. « Tu as planifié ça » a hurlé Chelsea, sa voix se brisant en un sanglot rauque. « Tu as détruit mon mariage. Tu as tout détruit. » J'ai posé une simple question, et je répondu, me détournant de l'épave de la scène. Tu y as répondu par un autre mensonge. J'ai marché d'un pas assuré vers la grande sortie, laissant ma famille derrière moi dans la coquille vide de leur propre fabrication. En poussant les lourdes portes en verre pour sortir dans l'air frais de l'automne, j'ai trouvé Dana appuyée contre l'aile de sa berline, garée près du service de voiturier. Mon avocate en droit civil m'a regardé approcher, son expression illisible dans les faibles lumières du parking. « A-t-il pris le paquet ?» demanda Dana, en m'ouvrant la portière passager. Il l'a pris, et je répondis, en glissant sur le siège avant et en sentant la tension accumulée de l'année écoulée commencer à se dissiper de mes épaules. Il sait tout maintenant. Dana s'est glissée derrière le volant et a démarré le moteur, s'éloignant en douceur de l'hôtel de luxe avant que les journalistes ou les invités curieux ne puissent se rassembler à l'extérieur. Alors que nous traversions les rues calmes de la ville, une chaleur étrange et inconnue s'est répandue dans ma poitrine. Pour la première fois depuis l'effondrement de mon mariage, je me suis permis de ressentir un calme sentiment de justification. Mais mon avocate gardait les yeux fixés sur la route, offrant un rappel qui donnait à réfléchir que l'humiliation publique à l'hôtel n'était que le chapitre d'ouverture. « Profite du calme ce soir », dit Dana, en passant les vitesses alors que nous arrivions à un feu rouge, parce que demain matin, elle va réaliser qu'elle n'a plus nulle part où se cacher, et c'est à ce moment-là qu'elle commencera à démolir tout le monde autour d'elle pour se sauver. Nous sommes retournés à mon modeste bureau de l'entrepôt en silence total, les lumières de la ville défilant floues derrière la fenêtre alors que je me préparais mentalement aux batailles juridiques qui m'attendaient à l'horizon. Les pistes numériques étaient sécurisées, les preuves physiques étaient sous clé, et la première ligne de défense s'était complètement effondrée sous le poids de sa propre tromperie. Mon téléphone a vibré contre le siège en cuir juste au moment où nous nous sommes garés dans l'allée en gravier derrière l'entrepôt reconverti. En sortant l'appareil de mon sac à main, j'ai vu une notification de message texte entrant d'un numéro inconnu. En ouvrant l'application de messagerie cryptée, j'ai vu un bref message envoyé directement à la ligne de transfert de mon conseil juridique. Le texte venait directement de Logan Price, le concepteur numérique qui avait construit l'interface fabriquée originale des mois auparavant. Les mots sur l'écran confirmaient mes soupçons les plus profonds sur jusqu'où ma sœur était prête à aller pour enterrer ses erreurs. Le freelance a déclaré que Chelsea venait de le contacter directement, moins de 20 minutes après avoir fui le lieu du mariage. Lui offrant 50 000 $ en espèces s'il signait une déclaration sous serment affirmant que c'était moi qui l'avais initialement engagé pour créer les faux profils d'infidélité. J'ai tendu le téléphone à Dana par-dessus la console sans dire un seul mot. Mon avocate a lu l'écran lumineux dans l'obscurité de la voiture, un sourire sinistre touchant les coins de sa bouche. Le jeu était passé d'un litige familial civil à quelque chose de beaucoup plus sombre, et ma sœur venait de tomber directement dans le piège final en tentant de soudoyer un témoin. Dana a ordonné à Logan de maintenir un calme complet et d'éviter de prendre des risques inutiles, s'assurant que chaque instruction suivait les limites strictes du protocole juridique. En étroite coordination avec notre équipe technique, le concepteur a réussi à préserver le flux de communication frénétique où Chelsea offrait 50 000 $ en espèces pour obtenir une fausse confession. Ma sœur l'a supplié de supprimer tous les fichiers de projet restants, de remettre son ordinateur portable principal et de quitter l'État immédiatement avant que des assignations à comparaître officielles ne puissent l'atteindre. Logan a enregistré chaque échange via des canaux sécurisés et surveillés, tout en déclinant entièrement le pot de vin. La dissimulation s'est intensifiée le lendemain matin. Chelsea a fait passer de l'argent par un fournisseur écran et a créé une facture antidatée me désignant comme la personne qui avait commandé le faux projet de messagerie. Elle a ensuite ordonné à Tara Mills, une employée subalterne chez Foster House Events, de supprimer un ancien répertoire de projets sous prétexte d'une maintenance de routine. Tara savait que l'entreprise avait déjà reçu l'avis de préservation de Dana. Au lieu de suivre l'ordre,
elle a contacté le président indépendant du conseil d'administration et a sauvegardé le courriel dans lequel Chelsea affirmait faussement que notre père avait approuvé verbalement la suppression. Lorsque Thomas a nié avoir donné une telle instruction, mes parents ont finalement compris que Chelsea était prête à utiliser son nom exactement comme elle avait utilisé la carte de crédit et l'ordinateur portable d'Aaron. Chelsea a plus tard détruit son ancien téléphone de bureau et a tenté de fermer plusieurs comptes cloud, mais les preuves ne dépendaient plus de l'appareil qu'elle tenait en main. Des copies vérifiées existaient déjà sur le système de sauvegarde de l'entreprise, le poste de travail préservé de Logan et l'image forensique créée par l'expert technique de Dana. Détruire le téléphone n'a pas effacé les preuves, cela a ajouté une autre tentative documentée de dissimulation. Alors que l'enquête de l'entreprise se resserrait autour d'elle, mes parents ont fait une dernière tentative désespérée pour protéger le nom de la famille d'une ruine totale. Thomas et Barbara se sont rendus à mon bureau de l'entrepôt un mardi après-midi froid, portant le lourd fardeau de leur santé déclinante et de décennies de déni enraciné. Mon père a offert un règlement financier substantiel, promettant de racheter mes parts restantes dans l'entreprise familiale à leur pleine valeur marchande et exigeant que je retourne à mon ancien bureau de direction. Il m'a exhorté à laisser la famille s'occuper de Chelsea par des canaux privés, espérant qu'une action disciplinaire interne discrète résoudrait la crise avant que les forces de l'ordre ne s'impliquent de manière permanente. Barbara s'est jointe à la supplique, m'avertissant qu'une condamnation pénale détruirait complètement l'avenir de sa fille. « C'est ta sœur, Megan », a dit Barbara, sa voix se brisant alors qu'elle saisissait le bord de mon bureau en bois. « Tu ne peux pas les laisser la mettre en prison. » J'ai regardé de l'autre côté de la petite pièce les deux personnes qui avaient passé toute ma vie à récompenser la tromperie tout en exigeant mon endurance absolue. J'ai reconnu qu'une partie de moi avait désespérément voulu que ma sœur ressente une véritable peur, qu'elle éprouve l'incertitude terrifiante de voir son monde soigneusement construit s'effondrer. Mais en regardant les documents frauduleux qui se trouvaient dans mon dossier juridique, j'ai secoué la tête et j'ai refusé tranquillement de signer tout accord qui dépeignait la conspiration comme un simple malentendu. Le tournant est arrivé tard ce soir-là, lorsque Taramis est entré dans notre suite juridique du centre-ville, portant un épais dossier Kraft. La jeune employée a livré le ticket d'accès numérique montrant l'horodatage exact de la commande de suppression du serveur, ainsi qu'une copie sauvegardée du courriel trompeur où Chelsea invoquait explicitement le nom de notre père pour forcer la conformité. De plus, Tara a présenté le répertoire de sauvegarde complet et non édité qu'elle avait réussi à préserver conformément aux procédures de conformité de l'entreprise. En lisant les preuves fraîchement compilées, le président indépendant du conseil d'administration a pris une décision exécutive définitive. Il a fermé son portefeuille en cuir, a regardé mon père droit dans les yeux et a déclaré que l'affaire avait depuis longtemps dépassé les limites d'un désaccord familial privé. L'équipe de direction a formellement autorisé la transmission du dossier d'enquête complet au bureau du procureur de l'État, s'assurant que les empreintes numériques, les registres financiers fabriqués et les accusations d'obstruction à la justice seraient évalués par les autorités judiciaires compétentes sans autre ingérence de l'entreprise. Au cours des 3 mois suivants, le conseil d'administration indépendant a mené une enquête formelle qui s'est déroulée sans le chaos du mariage et avec tout le poids que Chelsea avait essayé de fuir. Il n'y a eu ni invité hurlant, ni microphone tombé, ni accusation dramatique. Il n'y a eu que des salles de conférence, des dossiers de preuves scellés, des entretiens enregistrés et l'accumulation lente des faits. Logan a été interrogé en premier. Il a apporté les fichiers de projets originaux, la facture impayée, l'historique des versions et les messages dans lesquels Chelsea lui avait demandé de faire en sorte que les conversations fabriquées ressemblent davantage à moi. Tara a suivi avec la demande de suppression, le courriel affirmant faussement que notre père l'avait approuvé, et le répertoire de sauvegarde qu'elle avait préservé après avoir reçu l'avis juridique. Le service comptable a produit des registres de paiement montrant que les fonds de l'entreprise avaient été acheminés via un compte fournisseur lié au faux projet d'interface. Aaron a coopéré sans hésitation. Il a remis son ordinateur portable, ses relevés de cartes de crédit, ses itinéraires de voyage, ses registres d'inscription à des conférences et ses journaux d'accès aux hôtels. L'examen forensique a confirmé qu'il avait été hors de l'état lorsque plusieurs des fichiers principaux ont été créés et transférés. Son appareil avait été utilisé et sa carte d'entreprise avait été débitée, mais le calendrier l'a innocenté de toute participation active. Chelsea ne lui avait pas fait confiance avec la vérité, elle n'avait fait confiance qu'à son nom pour absorber le blâme si le stratagème venait à être découvert. Je n'ai assisté à aucun des entretiens. Dana m'a conseillé de rester en dehors du processus, à moins que le conseil ne demande mon témoignage. Elle savait avec quelle facilité Chelsea pourrait m'accuser de diriger l'enquête par vengeance. Pour une fois, j'ai écouté.
J'ai laissé les preuves parler sans essayer de contrôler l'ordre dans lequel quiconque les entendait. En janvier, le Conseil était parvenu à sa conclusion. L'emploi de Chelsea a été résilié pour utilisation abusive des fonds de l'entreprise, falsification de documents, ingérence dans une enquête interne et conduite exposant Foster House Events à de graves risques financiers et juridiques. Ses primes de direction non acquises ont été révoquées. Elle a été sommée de rembourser les dépenses non autorisées imputées via les faux comptes de fournisseurs. L'entreprise a également publié une correction publique aux anciens clients, employés et partenaires commerciaux, confirmant que les allégations contre moi avaient été fabriquées et que je n'avais jamais eu de conduite professionnelle répréhensible. La déclaration n'a pas restauré l'année que j'avais perdue, mais voir mon nom imprimé à côté du mot exonéré m'a affecté plus profondément que je ne l'avais prévu. Colin a également lu la correction. Il a envoyé un bref message demandant si j'étais disposé à le rencontrer. Je n'ai pas répondu immédiatement. La justification m'avait rendu la vérité, mais elle n'avait pas réparé la confiance que nous avions tous deux laissé s'effondrer. Une fois que le Conseil a terminé ses conclusions internes, Dana a déposé mes plaintes civiles pour diffamation, ingérence dans les relations commerciales et perte de revenus. Elle a documenté les clients qui avaient suspendu des contrats, le salaire et les avantages que j'avais perdus, et les dommages financiers causés par mon éviction de l'entreprise. L'affaire pénale s'est développée séparément. Le bureau du procureur de l'État a examiné les factures frauduleuses, les messages de subornation de témoins, l'ordre de suppression du serveur, l'utilisation abusive de l'identité d'Aaron et la destruction de preuves après que Chelsea eut reçu un avis formel de les préserver. Chaque élément provenait d'une source différente. Logan avait les fichiers du projet, Tara avait les instructions de suppression, Aaron avait l'appareil et les registres de voyage, le personnel comptable avait la piste de l'argent. Aucun d'entre eux ne dépendait de ma seule parole. Cela comptait. Pendant la majeure partie de l'année précédente, Chelsea avait survécu en faisant en sorte que chaque accusation ressemble à une dispute entre deux sœurs amères. L'enquête a détruit cette défense. Trop de registres indépendants pointaient dans la même direction. Fin février, son avocate a compris à quoi elle faisait face. Un procès public exposerait toute l'histoire de la fausse liaison, l'argent de l'entreprise, la tentative de piéger Aaron et l'effort pour acheter le silence de Logan. Cela la laisserait également vulnérable à des accusations plus graves si un jury croyait que la dissimulation montrait une intention criminelle délibérée. Plutôt que de parier sur un procès qu'elle avait peu de chances de gagner, Chelsea a autorisé son avocate à commencer à négocier un accord de plaidoyer anticipé. Quand Dana me l'a dit, je m'attendais à me sentir triomphante. Au lieu de cela, je me sentais fatigué. Le mariage avait été le moment où le masque de Chelsea s'était fissuré. Les mois qui ont suivi ont prouvé quelque chose de plus dur et de plus important. On lui avait donné chance après chance de s'arrêter, de dire la vérité et d'accepter la responsabilité. Chaque fois, elle a choisi un autre mensonge. L'accord négocié exigeait que Chelsea plaide coupable des chefs d'accusation les plus lourdement documentés, impliquant des registres commerciaux falsifiés, une utilisation non autorisée d'identité, un détournement de fonds d'entreprise et une destruction de preuves après avis. Même en acceptant les termes du plaidoyer, son équipe juridique a tenté d'insérer une clause de justification finale, m'accusant d'avoir créé un environnement de travail hostile qui l'aurait poussé à riposter. Dana m'a remis le projet d'accord dans notre bureau, en pointant les paragraphes accusateurs. J'ai catégoriquement refusé de signer ou d'autoriser tout document contenant un faux récit qui attribuait une partie de la falsification à mes épaules. En même temps, j'ai refusé d'exiger une peine plus sévère par pure vengeance, permettant au cadre juridique convenu d'avancer sans interférence. Barbara est arrivée à mon bureau de l'entrepôt un après-midi frisquet, portant une lettre de clémence lourdement formulée demandant une peine judiciaire réduite. Ma mère a posé le document sur mon bureau en bois avec des mains tremblantes, me suppliant de le signer avant la prochaine date d'audience. Elle ne survivra pas à une peine de prison, Megan, a plaidé Barbara, des larmes coulant sur le bord de ses lunettes. Tu es la seule personne qui puisse garder ta sœur hors de prison. J'ai regardé de l'autre côté de la pièce la femme qui avait passé des décennies à m'exhorter à absorber chaque crise familiale en silence. As-tu jamais demandé à Colin de me donner une chance avant qu'il ne demande le divorce, et je demandais, ma voix baissant à un registre calme et constant. As-tu jamais demandé au conseil d'épargner ma carrière avant que vous ne me mettiez à la porte de l'entreprise? Ma mère est restée assise en silence complet, incapable d'offrir un seul mot pour sa défense. Je n'ai pas signé sa pétition. Pourtant, j'ai refusé de soumettre une déclaration supplémentaire demandant la peine maximale.
j'ai laissé le résultat final entièrement entre les mains du système juridique, en gardant mes distances avec les appels émotionnels d'une famille qui ne m'avait jamais vraiment protégé quand les mensonges ont commencé. L'air matinal de mai portait un froid vif et inflexible à travers les hautes fenêtres du palais de justice de l'État, mais à l'intérieur de la salle d'audience bondée, l'atmosphère semblait lourde et complètement dépourvue d'oxygène. J'étais assise sur le banc en bois au 3e rang, mes doigts reposant tranquillement sur la sangle en cuir de mon sac à main, tandis que le juge examinait les derniers documents soumis par les 2 conseils juridiques. Des mois d'enquêtes acharnées, de sauvegardes numériques vérifiées et de confrontations familiales douloureuses s'étaient finalement compressées dans cette seule pièce silencieuse. Chelsea se tenait à côté de son avocat de la défense, près de l'avant, vêtue d'un simple tailleur gris qui manquait de toute trace de l'élégance naturelle qu'elle projetait lors de nos événements familiaux. Sa posture était raide et ses yeux restaient fixés sur la surface en acajou poli de la table de la défense, refusant de regarder en arrière vers la galerie où nos parents étaient assis dans un silence de pierre. Le juge président a ajusté ses lunettes, s'est raclé la gorge et s'est formellement adressé à la cour concernant l'accord de plaidoyer négocié qui avait été déposé plus tôt ce printemps-là. Après des mois d'examen attentif par les procureurs de l'État, ma sœur avait officiellement plaidé coupable pour les chefs d'accusation les plus minutieusement documentés contre elle, acceptant l'entière responsabilité pour la falsification de registres commerciaux. L'utilisation abusive de fonds d'entreprise, l'utilisation d'identités numériques non autorisées pour commettre une fraude, et la destruction délibérée de preuves préservées après avoir reçu un avis juridique formel. Le cadre juridique était précis et final, contournant le spectacle chaotique d'un procès public complet tout en garantissant que la responsabilité restait absolue. Le juge a condamné Chelsea à 12 mois dans un établissement correctionnel à sécurité minimale, suivi de 3 ans de probation supervisée. D'heures de services communautaires obligatoires et d'ordonnances de restitution financière strictes conçues pour rembourser les fonds qu'elle avait détournés des comptes de l'entreprise. Il n'y a pas eu d'applaudissements théâtraux dans la salle d'audience, ni d'explosion soudaine de victoire écrasante. La justice est arrivée tranquillement, vêtue des habits sobres de la réalité procédurale. Avant que l'huissier ne l'escorte par les portes latérales vers les cellules de détention, ma sœur a légèrement tourné la tête et a balayé la pièce du regard jusqu'à ce que son regard se fixe sur le mien. L'expression dans ses yeux portait un poids amer et épuisé. « Tu as eu ce que tu voulais » a chuchoté Chelsea, sa voix portant à peine à travers la cloison en bois. « Tout le monde me déteste maintenant. » Je ne me suis pas levé de mon banc, et je n'ai pas laissé ma posture vaciller sous l'appel émotionnel final. Je voulais retrouver mon nom, Chelsea, et je répondis, gardant mon ton stable et complètement dépourvu de méchanceté. « Tu as continué à choisir des choses qui t'ont coûté le tien. » Elle a entrouvert les lèvres comme pour offrir une dernière justification, demandant peut-être une fois de plus pourquoi j'avais refusé de signer sa pétition de clémence, mais l'huissier a doucement posé une main sur son épaule et l'a guidé plus loin, dans le couloir tapissé. La lourde porte métallique s'est refermée derrière eux avec un son creux et définitif qui a résonné dans toute la salle d'audience. Les conséquences en cascade de ces choix ont remodelé le paysage restant de notre famille. Dans les jours qui ont suivi la condamnation, Aaron a officiellement mis fin aux fiançailles, s'assurant que son conseil juridique remplissait toutes les formalités restantes pour rompre complètement toute responsabilité partagée ou association persistante avec les actions de ma sœur. Il ne m'a jamais recontacté, préférant reconstruire tranquillement sa réputation professionnelle loin des vestiges toxiques de notre cercle social. Bien que les lettres formelles d'exonération fournies par notre équipe juridique aient assuré que sa carrière restait entièrement protégée des dommages collatéraux. Colin a poursuivi sa propre voie, consacrant tranquillement son temps à ses projets de consultation privée et maintenant une distance respectueuse de ma vie nouvellement établie. Nous avons échangé un bref courriel poli des mois plus tard, reconnaissant la clôture absolue de notre passé commun, mais aucun de nous n'a entretenu l'illusion que le temps pourrait inverser ce qui avait été brisé. Mon père a choisi de se retirer de son rôle de direction active chez Foster House Events beaucoup plus tôt qu'il ne l'avait initialement prévu, épuisé par les scandales en cascade et la lourde prise de conscience de son favoritisme de toute une vie. Le conseil d'administration de l'entreprise a rapidement agi pour nommer un directeur général externe, issu de l'extérieur de la famille, s'assurant que l'entreprise serait gérée selon des normes professionnelles plutôt que des loyautés émotionnelles. Barbara et moi avons maintenu une forme de communication polie et très restreinte. Ma mère appelait occasionnellement le dimanche après-midi, parlant sur un ton prudent de la météo ou de son club de jardinage, mais elle n'a plus jamais tenté de balayer les fautes familiales sous le tapis ou d'exiger que je sacrifie mes limites pour maintenir la paix. Je répondais à ces appels avec une civilité calme, mais j'ai fermement établi que je ne reprendrai plus le rôle de la gardienne du foyer qui nettoie les désastres des autres.
quelques semaines après la fin des procédures de condamnation, Thomas a envoyé une lettre formelle par l'intermédiaire de son avocat d'entreprise, m'offrant de me réintégrer en tant que directrice principale des opérations de Foster House Events. Avec un important package d'actions et un contrôle administratif total. L'invitation représentait tout ce que j'avais autrefois cru être mon droit de naissance ultime au sein de l'entreprise familiale. Assise à mon bureau dans l'entrepôt en briques silencieux de l'autre côté de la ville, j'ai lu la proposition formelle 2 fois avant de la poser à côté de mon ordinateur portable. J'ai poliment décliné l'offre par une réponse officielle rédigée par Dana. Retourner à l'empire de l'entreprise signifierait revenir dans un système qui m'avait obligé à prouver mon innocence tout en protégeant activement la personne qui fabriquait les mensonges. Je préférais les planchers poussiéreux, les fenêtres industrielles et le lourd travail physique de restauration de propriétés historiques qui possédaient une réelle intégrité structurelle. Mon studio indépendant a décroché son premier grand contrat de restauration commerciale ce printemps-là, obtenu entièrement par appel d'offres concurrentiel et un savoir-faire méticuleux, plutôt que par un privilège hérité ou un soutien financier caché. Le travail était exigeant, salissant et profondément satisfaisant, me permettant de construire quelque chose de durable de mes propres mains et avec ma propre réputation vérifiée. En juillet, exactement 1 an après le début du cauchemar initial, j'ai déverrouillé la lourde armoire de rangement métallique dans le coin de mon bureau pour signer les derniers documents de règlement financier clôturant le litige civil. Au fond du tiroir supérieur reposait le document original de 5 pages que j'avais écrit lors de la médiation finale avec Colin, de nombreux mois auparavant. Sortant les lourds papiers à la lumière de l'après-midi, je les ai feuilletés lentement. Les 4 premières pages contenaient toujours chaque confession brutale et non filtrée de mes propres défauts conjugaux, détaillant mon obsession implacable pour le contrôle, ma distance émotionnelle et les hauts murs que j'avais inconsciemment érigés autour de notre foyer. Ces admissions étaient entièrement réelles, et les regarder ne me causait plus de honte, mais plutôt un profond sentiment de conscience de soi. Puis mes yeux se sont posés sur la dernière feuille de papier. La 5e page contenait toujours le résumé forensique, les journaux de métadonnées vérifiés et la froide preuve numérique de la conspiration que ma sœur avait construite pour effacer mon identité. Je n'ai pas mis le feu au papier, et je ne les ai pas déchirés en confettis pour célébrer un triomphe creux. Le document n'était plus une arme de représailles, ni un bouclier contre des accusations non méritées. Il était simplement devenu un morceau d'histoire, une archive enregistrée d'un chapitre qui m'avait appris le coût exact d'une loyauté mal placée et la valeur irremplaçable de la vérité absolue. En alignant soigneusement les bords des pages, j'ai glissé le document dans son dossier de protection en craft et j'ai verrouillé la porte de l'armoire d'un clic ferme et satisfaisant. J'ai pris mon portefeuille en cuir, j'ai vérifié ma montre et je suis sorti par la porte d'entrée pour rencontrer le nouveau consultant en architecture qui m'attendait en bas. Je suis sorti directement dans la lumière vive de l'après-midi sans regarder en arrière. Quand vous passez votre vie entière à construire une forteresse pour les autres, vous oubliez souvent de vérifier si les fondations sous vos propres pieds sont solides. La vraie force ne se trouve jamais dans la quantité de chaos que vous pouvez absorber en silence, ni dans le nombre de désastres que vous pouvez nettoyer derrière des personnes qui refusent de se tenir responsables. Protéger votre paix nécessite une clarté absolue, des limites fermes et le courage de refuser la propriété des erreurs que vous n'avez jamais commises. Aucun titre de famille ou histoire partagée ne devrait jamais vous coûter votre vérité ou exiger que vous sacrifiez votre identité pour préserver une illusion confortable. Avez-vous déjà gardé le silence pour maintenir la paix, pour seulement réaliser que le silence vous détruisait de l'intérieur?